Sofiane Belkessir. Donc, salut Sofiane. Bonjour. Bah, ça va très bien. Merci d'avoir accepté cet entretien malgré ton emploi du temps chargé. Je t'en prie, avec plaisir. Pour toi, j'ai toujours un peu de temps. Ah non, avec plaisir, merci beaucoup. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas qui est Sofiane Belkessir, Sofiane Belkessir, c'est 13 podiums internationaux, pardon. Un titre de champion du monde en row, donc c'est le seul français à être champion du monde en row. On va revenir un petit peu plus tard sur ton palmarès, etc. Déjà, Sofiane, présente un petit peu ton âge, tes habitudes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc Sofiane Belkessir, j'ai 35 ans, bientôt 36. Aïe, J'ai commencé le powerlifting, j'avais 20 ans, ça passe vite. Donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis cadre commercial. Mon travail premier, c'est cadre commercial dans l'électrophysique. Donc avoir des solutions ultrasons pour faire des vérifications dans les alliages, dans les métaux ou autres. Après, comme vous le savez, je représente l'éco et sponsoriser l'éco. Et voilà. Entre autres, j'ai d'autres activités également qui me prennent un peu de temps. Voilà pour ma présentation. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, bah c'est très bien. Là, d'ailleurs, on est dans ta nouvelle maison qui est en train de construction. Tout à fait, avec les artisans qui sont en train de bosser. C'est ça, donc gros chantier. Ouais, chantier. Des conditions un peu spéciales en effet. Mais bon, voilà, on est dans la chambre du petit. On est bien. Un peu chaud. Donc, tu l'as pas dit, mais tu viens de Grenoble du coup. Ouais, Grenoble, tout à fait. Donc tu disais aussi en off avant, tu viens pas de Grenoble forcément, tu viens des Vosges. Ouais, exactement, des Vosges, en 88. Ok. Donc dans la région Grand Est, c'est là où j'ai commencé à powerlifting. D'accord. Du moins j'ai commencé le développement couché. Okay. C'est là où j'ai fait mes premières compétitions, dont la première année en FSFA, puis après en FF Fashion Track. Et j'ai fait mes premiers championnats de France FF Fashion Track à Saint-Martin-d'Elle. Saint-Martin-d'Elle. Tout à fait. C'est comme ça que j'ai connu le club. Et un an après, j'ai été embauché dans une boîte sur Paris qui m'a mis à Grenoble pour un projet. J'étais bien sûr à Saint-Martin-d'Elle. Comme par hasard. Naturellement, ouais, comme par hasard. À Saint-Martin-d'Elle, j'ai commencé à être en mouvement vraiment avec un peu plus de sérieux et de technique. Voilà. D'accord. Donc tu étais dans les Vosges, est-ce que c'est à cet endroit où tu faisais de l'aviron ou du canoë? Du canoë-kayak. Canoë-kayak. Canoë-kayak, j'ai fait de mes 11-12 ans jusqu'à mes 17-18 ans. 18 ans, 16 ans, j'ai commencé un tout petit peu la salle parce qu'on faisait beaucoup de renforcement. On faisait un peu de renforcement musculaire l'hiver. Et puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai continué la salle. J'ai arrêté le kayak qui me prenait pas mal de temps également. Voilà. Pourquoi la force du coup? Pourquoi tu t'es dit tiens je vais faire la force? Si seulement j'avais choisi. Est-ce que j'ai choisi quelque chose dans ma vie? Rien. Non, j'ai pas choisi, c'est-à-dire que j'étais à la salle et en effet j'avais déjà des prédispositions. À vrai dire, j'avais déjà fait du coucher quand j'avais 13 ans. J'avais fait 80 kg au coucher. Dans une espèce de. C'était la force du village où le président de la salle avait ramené un banc de coucher, moi j'avais tenté. D'accord. Et à vrai dire, j'avais déjà des prédispositions. Moi, à vrai dire, je lui ai demandé, je voudrais que tu m'apprennes l'haltérophilie. Il m'a dit, je sais pas, je sais que faire de la force. Tanguy Nappé, je te fais un coucou en même temps, président de la salle, ancien président du Physique Club Saint-Lazare. Et donc j'ai fait de la force malgré moi, j'ai commencé à faire du coucher comme je pouvais. À l'époque, donc FSFA, Saint-Matos, et après FF Fashion Track, uniquement avec matériel. Et ce qui m'a étonné, et quand je parlais avec les jeunes, ils ne savaient pas que avant le powerlifting, la force athlétique, était uniquement avec matériel. On ne savait pas faire de force sans matériel, bien sûr. À part depuis très récemment. Depuis 2012. Après, il y a eu Jean Lunave, qui avant s'appelait Challenge de Breton, qui était équipé. C'est Jean Lunave qui était sans équipement, qui était intéressant. Mais en effet, avant le powerlifting, on faisait de la force athlétique avec matériel, uniquement avec matériel, sauf dans des fédérations comme la FSFA, Fédération sportive de force athlétique, qui était une bonne fédération. C'est pour ça que tu avais commencé là-bas au début. Tout à fait. Et d'autre part, le président de la salle ne connaissait plus cette fédération, donc j'y suis allé naturellement. Parce que c'est vrai que j'ai toujours cet esprit de compétition. Et je lui ai dit à un moment donné, c'est bien beau de faire des barres à la salle, c'est rigolo, moi je vais être confronté avec des autres gens, je vais voir ce que je veux pour de vrai. Alors c'est pas bon, le niveau certes plutôt bas. J'étais en junior, j'avais fait champion d'Europe junior FSFA en 2004 ou 2005, je sais pas. Oui, ça date un petit peu déjà.
Ah, c'est ouf, mais c'est récent pour moi. Ouais, c'est bon. Dans tes habitudes du coup quotidiennes, du coup tu arrives à caler un peu du powerlifting. Comment tu t'entraînes? Tu t'entraînes genre tel jour, ou quand tu as le temps plus ou moins? Oui, en toute franchise, actuellement, c'est plutôt quand j'ai le temps, quand je peux m'entraîner. Parce qu'actuellement, j'ai un emploi du temps très chargé. On a tous été bousculés par le Covid et par le confinement, bon, même si j'avais du matériel chez moi. Moi, j'ai fait une grosse pause pendant tout le mois du Ramadan, le jeûne du Ramadan. Je me suis pas entraîné du tout parce que j'avais vraiment mal partout. J'ai perdu même beaucoup de poids, je suis descendu jusqu'à 102 kg à un moment donné. Quand je m'entraîne, normalement j'ai un plan d'entraînement, mais à vrai dire, comme j'ai pas d'échéance fixe, j'ai eu mal à avoir un plan d'entraînement. Donc je m'entraîne un peu quand je veux. T'essaies de maintenir la forme? Ouais, j'essaie de maintenir, là même j'ai reprogressé un petit peu parce que vraiment avec le Covid, moi puis j'avais fait un arrêt complet. Donc non, et puis j'essaie de travailler mes points faibles. Et j'essaie de nouveaux exercices, chose que j'avais jamais fait. Typiquement le squat bulgare, je crois, avec les deux bras sur le côté. J'avais jamais fait ça. Non, jamais, je peux pas. Je fais de la safety bar aussi. Safety bar, tu m'as dit. Fou, j'ai jamais fait ça, c'est super dur. Et j'ai l'impression que ça m'aide un peu parce que j'ai l'impression de moins avoir mal au dos. En fait, c'est facile. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est bien. C'est bien de changer un petit peu d'entraînement. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est un mal pour un bien. Puis j'en profite aussi pour faire d'autres exercices. On fait pas mal de boxe aussi. On boxe pas mal, c'est un entraîneur, un petit lieu pour boxer, donc les gants, on fait en boxe. On aime ça, ouais. Ça permet de changer, puis le Covid, finalement, pour moi, ça me fait une pause. Parce que bon, ça fait quand même quelques années que je tire et j'ai besoin de repos. Je sais que c'était déjà croisé à plusieurs championnats internationaux. Tu me disais que tu étais un peu fatigué, que ça tirait un coup le dos, un coup l'adducteur, un coup, etc. Au-delà, ces derniers temps, les années 18-19, ça allait encore parce que je me suis concentré uniquement sur des championnats internationaux équipés. Alors que les années précédentes, c'est là où j'ai fait la plus grosse erreur, je pense, une plus grosse erreur de ma carrière. Bref, je regrette absolument rien, mais à partir de 2012, quand le gros a commencé, on a tous voulu faire du gros aussi. Donc moi, en 2013, j'ai fait les premiers championnats du monde gros. Je les ai fait en 2014, je les ai fait en 2015, je les ai fait en 2016, mais tout en dupliquant avec l'équipé. Donc ça faisait une charge d'entraînement énorme. Plus les championnats nationaux, etc. Tout à fait. Il y a des années où j'ai fait 12 championnats, donc je faisais tout, absolument tout. Et c'est là où je me suis abîmé, à vrai dire. Je me suis fait. On a tous mal au dos, mais je me suis fait mal à la seule. Enfin, j'ai un problème à la seule iliaque, c'est là où j'ai du mal à revenir. C'est-à-dire, surtout en gros, je suis complètement cassé. Maintenant, je suis revenu, je vais mieux. À un moment donné, j'étais bousillé. 2017, c'est à peine si je pouvais mettre mes chaussettes. Ah oui, d'accord. Ouais, j'arrivais toujours à me débrouiller pour le championnat international, d'être présent et bien. Mais la veille ou sur le lendemain de la compétition, j'étais cassé. D'accord. Et par exemple, le soulevé de terre, très souvent, à part le jour de la compétition où j'arrivais à faire des barres en plus. Des bonnes barres. Mais à l'entraînement, peut-être une fois, je montais sur une barre à 3,30 pour une barre de départ. Jamais plus, je ne pouvais pas. Il y avait peut-être une séance de terre sur toute une préparation qui était bonne. Après, c'était une catastrophe. C'est-à-dire quand j'étais une catastrophe, c'est-à-dire à 120 kg ou à 170 kg, je ne décolle pas la barre, je ne peux pas. J'ai plus de jambes. C'est comme tout est coupé. D'accord. C'est je me laisse, je veux me placer, et il se passe rien. Je peux pas partir avec moi. Donc les mauvais jours c'est 120 kg, ça bouge pas. Les bons jours c'est 220, ça commence à plus bouger, donc j'arrête. Je fais autre chose. D'accord. Comment tu arrives à gérer psychologiquement cet échec momentané, on va dire, avec les blessures, tout ça? C'est dur, hein, c'est dur. Après, moi j'ai toujours eu la mentalité qu'il n'y a qu'un jour qui compte, c'est la compétition. C'est pour ça que je suis toujours concentré sur la compétition uniquement. L'entraînement, il est fait pour les échecs. Il est fait pour moi, l'entraînement, c'est les échecs, c'est l'évolution. C'est là où on peut se permettre. Bon, faut pas se blesser trop souvent non plus. Et on travaille psychologiquement, on dit c'est pas grave. Même si j'y arrive pas là, je vais faire un autre exercice, je vais essayer de compenser par un autre exercice. Et le jour J, j'irai mieux. Bah oui, qu'est-ce que je fais pour aller bien en compétition? Bah un mois avant, je fais une cure d'anti-inflammatoire, comme ça je sens rien. Je sens plus rien. Et ben ouais, je me suis de la barre, tout va bien. Parce que j'ai pas mal. Tout simplement. Si je prends pas d'anti-inflammatoire, je suis cassé. Psychologiquement, c'est un peu dur comme ça, mais du coup, t'es pas tout seul, il me semble, pour t'entraîner. Non. Tu as Alain Mang qui te coach déjà? Oui, tout à fait. Alain Mang depuis 2014, et il m'a pris en main. Alain Mang, c'était déjà une connaissance que je connaissais depuis plusieurs années, qui coachait Hannibal Coimbra, qui aujourd'hui peut-être dit rien aux gens, mais qui était une sommité dans le powerlifting, c'est-à-dire il était champion du monde gros, champion du monde équipé. C'est un gars qui a tiré pendant des années. Et Alain, qui a eu des records du monde jusqu'à très peu de temps. Tout à fait. En 105 kg. 388.
C'est un 7500 qu'il a fait en 2012 à Porto Rico pour battre Constantine Davidko au soumet de terre, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, c'est gigantesque. Et donc Hannibal a fait sa retraite, et puis en parlant avec Alain qui est un grand spécialiste de l'équipé, voilà, et puis on a bien parlé ensemble, et puis on est parti comme ça, et puis on a commencé à travailler ensemble avec lui. Après, au-delà de ça, en effet, au niveau du coaching, il y a eu Kader qui m'a toujours coaché, Kader Bali, qui connaît Mehdi et Naël, qui m'a toujours coaché, c'est lui qui m'a pris en main dès le départ, c'est lui qui m'a fait de Saint-Martin-d'Air, tout à fait. Après, il y a tout le staff de Saint-Martin-d'Air. Il faut dire, à Saint-Martin-d'Air, on n'est pas une salle, on est vraiment une salle de powerlifting avec très peu de personnes, on est une quarantaine de personnes. C'est une salle où il y a beaucoup d'émulation, c'est une salle où il y a beaucoup de performances. Voilà, on a des gens comme Romain Picoguero, qui a été pendant des années, qui a fait podium à un monde, qui a fait les premiers championnats du monde euro, qui a fait médaille d'or au squat en Russie, voilà. Mais costaud, qui n'a pas été battu en 83 en France lorsqu'il était encore en activité. En effet, un peu en vieillit, la petite famille arrive, on dépose, mais c'est pas dit qu'il reviendra pas. Pareil, lui, l'entraînement, c'était pas nécessairement ça, mais en compétition, ça va se dépasser. Et donc, en effet, Kader qui a toujours été là, qui m'a pris dès le départ, qui m'a montré les bases. Il y a Philippe Moutot aussi, qui a toujours été là, au club, qui est toujours là, qui est vice-président du club. Je suis président du club, Philippe est vice-président, et Kader est secrétaire, qui a toujours été là, qui est toujours présent au club, heureusement qu'il est là. Donc, voilà, c'est une émulation, c'est un groupe. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération avec Khaled, avec Naël. On a pas mal de monde qui arrive, mais ça fait plaisir. Parce qu'à un moment donné, on a un petit peu peur de la transition. Les personnes arrivées. Entre les vieux, entre guillemets, et les jeunes, tout à fait avoir des nouveaux. Et donc, ils sont arrivés, c'est bien. Au-delà de ça, ça fait plaisir parce que pour les films, ça se renouvelle. L'euro a ramené aussi un nouveau goût, c'est-à-dire une nouvelle tendance au niveau du powerlifting. Ça s'est démocratisé avec les réseaux sociaux aussi qui ont démocratisé le powerlifting. Il y a également en très peu de temps, il y a aussi le CrossFit qui a fait partie de ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le CrossFit, quand ça a commencé à se démocratiser en 2012-2013 en France, ils ont commencé à faire exploser l'haltérophilie qui était vraiment en perte de vitesse. Voilà. Et maintenant, ça prend le relais sur la force athlétique. Moi, j'ai fait pas mal de séminaires force athlétique au CrossFit. Voilà, ça intéresse les gens. Donc, il ne faut pas aussi négliger et oublier la proportion du CrossFit dans la notoriété de la force en France, désormais. Donc, c'est accessible à plus de monde. C'est accessible à plus de monde. Et en effet, l'euro, aujourd'hui, voilà, ça parle à plus de monde. Ce qui est normal, et nous aussi, à l'époque, on disait ça, on priait pour qu'à un moment donné, on passe du euro ou on fasse un petit peu d'euro. Mais après, en effet, quand on passe de l'euro à l'équipé, il y a quand même un autre goût. C'est pas la même chose. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même milieu, c'est très différent. Avoir fait des compétitions plus haut niveau dans les deux, c'est pas la même chose. Un équipé, franchement, un équipé, on sent, c'est pas pour négliger l'euro, mais l'euro, c'est un peu genre, c'est la fiesta. Genre, tout le monde est au taquet, genre fait le show. Et l'équipé, c'est vraiment, on est là pour faire la perf le jour J. Parce que, peu importe. L'équipé, c'est du millimètre. C'est du millimètre. C'est-à-dire qu'on a un équipement qui est ultra simple. Il y a des barres, en effet. Mais l'équipement, sans le bonhomme dedans, il n'y a rien qui remonte. J'ai déjà fait l'expérience. Et c'est du millimètre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter. En gros, techniquement, c'est un peu plus. Voilà. Et les risques sont moindres. Parce que quand on commence à faire des barres à plus de 400 mètres, on sort de la trajectoire. Voilà, ça n'a plus la même incidence. Et puis l'équipé, typiquement, les premiers squats, il ne faut pas oublier qu'il y a la mise de bande avant. La mise de bande, il ne faut pas se planter quand avec les bandes, il ne faut pas que les bandes elles lâchent, il ne faut pas que le mec ait mis les bandes trop tôt, parce que sinon tu vas rester une minute avec des bandes, c'est ressent, et tu n'as plus de jambes, il ne faut pas qu'il les exhibisse trop tard, tu vas arriver en retard sur le plateau. Mais il y a tout un truc. Après, en effet, il faut arriver à trouver aussi la motivation, je dirais, en euro, alors qu'en équipé, ça a déjà une autre senteur. Quand tu es attaché, etc., tu es conditionné dans le truc, enfin, tu peux même plus le. Ouais, tout à fait, tu es conditionné, tu es là, et puis c'est complètement différent. Voilà, après, il faut bien dire. Euro équipé, moi, l'euro j'aime beaucoup. Après, en effet, ça ouvre plus la porte à un peu tout le monde, l'euro. C'est ce qui est bien, mais c'est ce qui peut être dangereux aussi.
Oui, parce qu'en effet, le dopage, le dopage. En effet, il y a des mecs qui font des perfs à la salle, boum, hop là, ils vont en UCP ou autre, hein, et puis ils vont faire une compagnie, ils vont faire d'efforts, puis on les verra plus. Voilà. Ouais. C'est ça le problème. Alors qu'en équipé, c'est quand même une autre. C'est souvent les mêmes. Souvent les mêmes personnes. Et toi, du coup, qui as fait RAW équipé, tu as eu le meilleur résultat en RAW. Tu as été champion du monde. Pas ma meilleure compète, c'est ça. Et pas ta meilleure compète. Pas ma meilleure compète. Non, non, ça peut être intéressant. Donc en 2015, j'avais fait des championnats du monde donc un an avant, en 2014. C'était en Afrique du Sud. J'avais fait une super compète, c'était quasiment les premières années RAW. J'avais fait 837, une bonne perf de l'époque, toujours une bonne perf. Et j'en avais encore tout le pied, c'est ça le pire. J'avais tiré sur 3,47 au terre. J'étais bien. Et l'année d'après, bon, je me suis fait battre par Yuri Belkin, par un autre truc, c'est un croate. Non, comment ça s'appelle, je sais plus. Je me rappelle son nom, je sais plus la nationalité. Ouais. Et bah, c'est simple, hein, sur le listing. Et après, derrière, il y avait du monde. Et il y avait un américain aussi, je connaissais, qui tirait en équipé, en gros, qui était quand même fort. Et l'année 2015, je me souviens toujours, j'étais en listing, il y avait Yuri Belkin, il y avait l'américain, je sais plus, il y avait qui entre les deux, bref. Et il y avait moi, je sais plus avec combien j'ai été annoncé. Et quelques jours avant, j'apprends que Yuri Belkin s'est fait choper à l'étage. Non. Et là, je me suis dit, c'est pour moi. Vraiment, déjà quelques jours avant, parce que l'américain, je connaissais bien. Ouais. Et franchement, psychologiquement, surtout au terre. Personne Personne après, il est super fort. Et c'est un flic dans les niveaux, je crois. Il est super fort, mais il perd ses moyens, vraiment. Et quand j'ai vu qu'il était plus là, oui, franchement, même si j'avais battu au terre en 2014, il était intouchable, vraiment fort techniquement, tout ça. Ouais. Je me suis chopé, pas duré le coup. Franchement, dans ma tête, 3 jours avant, 2 jours avant, je me préparais déjà. Je me préparais. Tu dis ça y est, c'est le moment. C'est le moment, il faut y aller. Même si tu fais pas la compétition de folie, il faut y aller, il faut assurer toutes les barres, il ne faut pas faire le compte. Ouais. Et tu termineras au terre, tu régleras tout au terre. C'est comme si j'ai commencé la compétition en 7ème position. J'ai pas fait un squat terrible. Ma deuxième barre, ils ne m'ont pas donné parce que soi-disant, je n'avais pas attendu le marac, alors que j'avais très bien entendu sur les 2 jours. J'ai dû repasser la même barre de 90. J'ai fait un très bon coucher à 207, nickel. Et donc, après le coucher, j'étais 5ème, et au début des terres, on le fait toujours un peu sur le bar de dard, j'étais 2ème. Et là, je savais que l'américain. T'étais face à l'américain. J'étais face à l'américain, mais j'avais pas de. Je le savais. Franchement, j'étais. Tu fais pas de 3ème barre ou tu le loupes? Non, je loupe, je demande encore de moins de 43. Ah, d'accord. J'avais gagné. Mais oui, c'était un super moment, c'était vraiment. Tu as la Marseillaise. Ouais, la Marseillaise qui tape, ouais. Champion du monde, la Marseillaise, franchement, c'était un super moment. Ouais. Ça résonne encore dans ma tête. Tu es d'autres Marseillaises, mais c'était pour les championnats d'Europe, c'est pas pareil. Ah non, j'ai jamais. Non, t'as jamais été champion d'Europe. Jamais été champion d'Europe. C'est vrai. La seule fois où j'aurais pu l'être, en gros, c'était en 2015. C'était cette année-là où j'ai bu le squat. Comme un naze. Mais bon, je vais le faire. Championnat d'Europe équipé, mes premières 1000 à Chemnitz en Allemagne. Oui. On enchaîne avec Pilsen, on y va. Enfin, je bu le truc, mais je fais quand même de compétition. Je fais quand même. Je m'étais déchiré le pec. Je fais une super barre pec au squat. Pardon, au squat, je l'ai à 92. Au bench, je dois faire 200, un petit peu moins, mais je venais de me déchirer le pec. Et je fais 3,30 au soulevé de terre super facile. Et puis on enchaîne après en juin par les championnats du monde encore. Et puis après on est couvert même en novembre, donc 4 compétitions internationales. Et en novembre je fais les 1012 avec 3,85 au squat et puis 3,60 encore au soulevé de terre. Voilà, donc c'était l'enchaînement encore une fois en 2014. J'ai pas fait les Europe Pro parce que ça n'existait pas, je crois. Ça n'existait pas encore. Mondro, Europe équipée, Mondro, monde équipé, et on enchaîne. Et on fait les championnats de France. 2015, je fais les championnats de France équipés. Je fais les championnats de France sans l'intérieur. Et on enchaîne. À un moment donné, tu tiens plus. Tu tiens plus. T'as plus envie en plus. T'as une saveur encore plus particulière quand tu gagnes ce titre. Ouais, content. T'es content, c'est une consécration. Je venais de faire une tonne en 2015. Imagine 2015, je venais de faire une tonne. Ce qui n'avait jamais été fait en France. Je m'approche des 400 kg squat. Je fais une tonne, je suis champion du monde. Mais ouais, d'accord. Après, t'as plus envie. C'est fini. Ouais. Je me disais encore, je fais 400, c'est bon. Ah ouais. D'ailleurs, à ces 400, j'étais présent, c'était à Pilsen, il me semble. Ouais, au championnat d'Europe. Championnat d'Europe, Pilsen. Qu'est-ce que ça fait de faire 400 pour squat? Parce
que tu es le seul en France à pouvoir le dire tout de suite. Ouais. Tout de suite, tu fais 400. 400, qu'est-ce que je l'attendais quand je suis monté sur le plateau? J'ai compté, j'ai regardé les poils d'un œil, j'ai dit putain, c'est la bonne, c'est celle-là. Et bah, tu veux que je suis 6? Je l'ai pas senti loin. Ah ouais? Ah ouais, la partie vite. Franchement, c'était. On se fait. C'est comme toutes les barres, c'est comme tous les paliers, tu te fais une idée. Mais après, t'es là, 392, 395, 3, je suis passé. Je crois que j'ai fait de 492 à 400 ce coup-là. J'ai démarré à 382, 385, je me rappelle. 392, 400. Voilà, il fallait les faire. Il fallait passer par 400, puis la compétition après, on est passé par 402, 407 après, 410, 412. Ouais. Voilà. 420, je les rate. Ça commence au fur et à mesure des compètes, quand tu vois grappiller les kilos, on se dit Sofiane, elle est de retour entre guillemets quoi. Comme il y a eu ce petit creux. Ouais, après en équipé, écoute, pendant un bout de temps je faisais une tonne. Ouais. Que j'ai fait plein de compétitions à une tonne. Bon, je me jouais. T'as 8 ou 9 compètes à une tonne. Je sais même plus, je me maintenais. Ouais. Et puis, ce qui m'a mis le coup de grâce en moins de 105, c'est en 2017, c'est-à-dire 2017, je fais les Jeux mondiaux, je fais 4ème en 105 kg, alors que j'aurais été en moins de 120 avec le même résultat, je faisais 3ème, ça m'a déjà ragé. 2017, novembre, championnat du monde à Pilsen, je fais 6ème avec 1 tonne 20, il faut se rendre compte. Même le russe derrière, encore 1 tonne 17, il fait 7ème, c'était une énorme. Alors que, avec la même performance, je faisais vice-champion du monde en 120, puis là j'ai dit allez, on va laisser un peu le poids de corps aller, et puis voilà, je suis monté sur 110, 111, 113. À 113 ça va bien, et puis à 113, voilà. C'est pour ça aussi il y a une progression. Mais là, je compte pour les prochaines échéances par monter au-delà de 113, 112, 110 et repartir en 105 en haut, c'est sûr. Okay. Parce que voilà, là je fais 107. En plus, j'aime pas être trop gros, ouais, ça saoule. Moi j'ai tendance même à prendre du gras. Après, voilà, si je mange pas trop, voilà, je reste à 105 et je me sens très bien comme ça. Je préfère être dans cette catégorie. Même pour moi tous les jours. Puis j'aime bien être vif, j'aime bien courir, j'aime bien boxer, j'aime bien faire des tractions. Il y a pas que la force dans la vie quotidienne, hein. Il y a beaucoup de choses comme on disait tout à l'heure. Ouais, tout à fait, je fais une multitude de choses à côté. En effet, il n'y a pas que la force. À un moment donné, en effet, comme tout le monde, à 20, 25 ans, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. En effet, il y a la famille, il y a le business, il y a le travail, et puis tout ce qu'il faut faire à côté, quoi. Voilà, on est obligé. Après, moi, la force, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire dans la force. Voilà. Donc finalement. Sauf un truc, tu m'as dit un jour, j'arrêterai la force le jour où j'aurais fait un podium au World Games. Ah oui, c'est ça, j'aimerais bien faire un podium au World Games. Ça serait bien, au moins un podium, quoi. Voilà. Un podium aux Jeux mondiaux, ça va, c'est bien. Ça suffit. Ça a été décalé d'avant. 2021, 2022, ça me fait chier que ce soit en 2022, franchement. Ouais. Mais bon, voilà. Tant que je me ferai plaisir dans la force, je continuerai. Ici, là, maintenant, j'ai ma maison, je vais avoir mon combiné en rack, j'ai plusieurs barres et puis je vais pouvoir m'entraîner un petit peu plus. Tu seras sur place, donc c'est sur place, voilà. Facile. Tout à fait, ouais. Je vais pouvoir m'entraîner ici et puis en appoint à la salle. Et voilà, donc je vais continuer. Tant que je me fais plaisir, je vais continuer. Après, je peux pas continuer pour uniquement me faire plaisir, il faut que je performe. Oui. Parce que je suis nul. Tu as fait ça pour la compétition. Je suis un compétiteur. Je suis un compétiteur. Faut qu'il y ait quelque chose qui a ça. Après, en effet, c'est tout ce que ça va s'arrêter. Mais 35 ans, c'est assez vieux. Il y en a qui durent. Il y en a un exemple. Il y en a un exemple qui a 100 km, qui a 45 ans cette année. 45 ans, qui est toujours là, qui est toujours présent. C'est ça. Donc voilà. Et ben, on va continuer, voilà. Mais on a bien sûr toutes des petites périodes creuses. Moi, là, je pense que j'ai pris une pause au niveau du raw. Mais c'est là-dessus que je vais me concentrer maintenant. Parce que là, je me suis concentré uniquement à l'équipé. On va se concentrer en raw et puis on va revenir sur des barres. Ok.
Ciao.